En 93, moi... Et ténacité, resserrant les liens de l'unité, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Dieu seul sait si en 1990, beaucoup de personnes pensaient encore qu'il allait résister à la bourrasque des conférences nationales. Mais lui, il a su résister parce qu'il savait parler avec les gens. Il était à l'écoute des gens. Et c'est comme ça que, comme vous dites, il embrassait ses adversaires parce qu'une fois qu'il parlait, c'était maintenant la fraternité. C'était ça. Il y a encore beaucoup de ses adversaires vivants avec qui il parlait. Un jour, je rentre dans son bureau et le téléphone rouge sonne. Il prend, puis il écoute quelques minutes, 1 minute ou 2, puis il se met à engueuler la personne, puis il raccroche. Je dis, mais Monsieur le Président, à qui vous parlez comme ça? Il me dit, mais c'est elle. Comme je savais que c'était un opposant, je dis, mais comment vous pouvez l'engueuler? Ah, c'est mon ami, laisse-moi ça. C'est mon ami, laisse-moi ça. Tu engueules ton opposant comme ça au téléphone, quand même. Moi, j'étais surpris et ébahi. Et à la fin, c'était devenu effectivement des amis. En 1993-94, vous savez que l'élection présidentielle de 93 avait été très contestée. Et à un moment donné, le côté sécuritaire avait l'air de prendre le dessus sur le côté politique. Et ceux qui étaient chargés de la sécurité proposent au président d'arrêter Mba Abessol. C'est le président lui-même qui me l'avait raconté. Donc je peux en parler. Et le président hésite. Mais devant l'insistance des militaires, le président dit « Ok, vous pouvez aller l'arrêter ». Il habitait Siloué, je crois, vers dans les quartiers là-bas. Mais dès que les militaires sont sortis, qu'est-ce que le président a fait? Il ne voulait pas qu'on en arrive là. On va aller arrêter Mba Abessol. Ça va créer, ça risque de ne pas se passer dans de bonnes conditions. Il avait sa sécurité, il peut avoir des coups de feu, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il a appelé Mba Abessol pour lui dire « Détale, va-t'en ». Et Mba Abessol est parti. Quand les militaires ou les gendarmes sont arrivés à Siloué, Mba Abessol n'était plus là. Mais il n'avait rien compris. C'est qu'Omar Bongo, en fait, ne voulait pas d'une solution radicale. Il voulait toujours rechercher la paix avant tout. Je crois qu'il était intelligent, très intelligent. Et il connaissait la matière politique. C'est un domaine très délicat. Il savait que l'adversaire, s'il est loin de toi, il peut te faire beaucoup de mal. Mais s'il se rapproche de toi, tu peux le maîtriser. Je crois qu'il savait maîtriser ses adversaires. Ce n'était pas une stratégie. Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques notables qui l'ont connu de très près. François Wongema, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, qui faisait partie de la délégation de ces notables à être médaillé d'or en 2008 à Koulamoutou, me raconte les conditions de son retour au Gabon. Alors qu'il militait activement à la FEANF en France contre le régime en place. Et lorsque le président le rencontre, il lui dit ouais, « Quelle est ta vision du Gabon ?» Et puis le jeune, le brillant universitaire qui est François Nguema, il fait son discours, il s'exprime, le président l'écoute religieusement. Il dit, mais c'est très bien, ça c'est ta vision, moi aussi j'ai ma vision. Mais si on se met ensemble, si on se met à travailler ensemble, on peut partager ton expérience et la mienne.
Et c'est comme ça qu'Owongema me dit qu'il est rentré, qu'il a pris la décision. Et le président l'a écouté. Il a parlé tout le temps qu'il a voulu parler. Il a dit, oui, j'ai parfaitement compris. Mais elle est différente de la mienne. Les approches sont un peu différentes, mais on peut travailler ensemble. Et c'était ça le président. Et je peux aussi citer encore un autre notable, c'est Jacques Adiaino, qui m'a raconté qu'il lui est arrivé. Ils ne sont pas d'accord, lui et le chef de l'État, sur un point. Ils partent séparés, chacun convaincu qu'il a raison, et puis quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, le président appelle Jacques. C'est toi qui as raison sur ce point. Le président, foncièrement, était un homme de dialogue. C'était un homme de dialogue. Ça, c'était inné. C'était un homme de dialogue. Discuter, discuter, discuter toujours. C'était sa méthode. Et ça, ce n'était pas un calcul, ce n'était pas une stratégie. Il était comme ça. Il avait été fait comme ça. Parfois, il composait le gouvernement d'union nationale. Il ramenait les opposants dans le gouvernement pour qu'ils apportent dans le cadre du gouvernement leur savoir-faire. Leur savoir-faire. Je citerai les noms, vous le savez. Mme Solo était au gouvernement Bongo. Hein? Et beaucoup, Maïla, mon ami Manganga Moussavou, il est parti il est venu combien de fois? Oui, donc le président, les Gabonais étaient Gabonais comme lui, il ne voulait pas du mal à un autre Gabonais. Il était conforme à la triptyque de son parti, dialogue, tolérance, paix. C'est un homme de dialogue. Et cet homme de dialogue a toujours recherché le consensus. Vous savez, je vous donne un autre exemple. En 1990, j'étais à son cabinet comme conseiller politique. Jean-Pierre Lembumba était son directeur de cabinet. Et Jean-Pierre Lembumba, voulant associer les autres collaborateurs du président que nous étions, il y avait Michel Essongue, il y avait Jean-Émile Mbot, il y avait Joseph Ndonoubian et moi-même. Quand le président arrivait le matin, il appelait son directeur de cabinet, lequel nous appelait. On entrait tous ensemble pour faire la synthèse de la veille. Et le président Omar Bongo, après les élections législatives, il nous dit, bon, ben voilà, le PDG a la majorité. Alors qu'est-ce que nous allons faire de cette majorité? Nous tous qui avons appris, on dit oui, mais monsieur le président, le principe de la démocratie, c'est ça. Celui qui a la majorité gouverne et la minorité reste dans l'opposition. Il nous regarde, il dit, ah bon? Et vous pensez que c'est comme ça que vous resterez avec ce pays? Parce qu'à l'époque, la majorité était de combien? Le PDG et ses alliés avaient, je crois, 64 députés et l'opposition avait 56. Il dit alors, vous avez eu, le PDG et ses alliés ont 64 députés. Et qu'est-ce que vous allez faire des Gabonais qui ont envoyé 56 députés à l'Assemblée nationale? Je disais non, non, non. Il faut toujours chercher à faire en sorte qu'il y ait un consensus général sur l'essentiel. Et c'est là qu'il nous dit non. Il va demander que, d'ailleurs, avant la campagne, il avait dit, quel que soit le résultat, je demanderai au Premier ministre de former un gouvernement de large consensus. Et c'est comme cela que il l'a fait. Donc, la recherche du consensus, c'était une idée, je ne dirais pas morbide, mais c'était constant dans la pensée d'Omar Bongo. Ce n'était pas un homme carré. On voit bien qu'il a grandi au corps de garde, comme on dit chez nous, parce que lorsque
vous assistez au règlement de la palabre dans nos corps de garde, on ne vous dira pas telle a raison, tel a tort. On arrondira les angles de telle sorte que chacun sorte de là avec un minimum de satisfaction. Donc Omar Bongo, même si il disait toujours que lui, il tenait à préserver sa famille, mais que les gens l'insultent en tant que président de la République, il disait, les Gabonais m'ont mis là, je suis fait pour être critiqué. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un l'a critiqué qu'il va le rejeter. Bien au contraire, il va l'attirer vers lui pour mieux entendre le fond de sa pensée et peut-être l'intégrer dans sa praxis, dans sa pratique politique quotidienne. J'ai joué l'intermédiaire entre Omar et eux. J'allais chez Agonjo travailler. J'allais chez Mbabé Solo travailler. J'allais chez Divongi travailler. J'allais chez Maïla travailler. J'allais chez Manganga Moussavou travailler. Je travaillais avec eux. Et je jouais cette mission de jonction entre le président et eux. Il est arrivé des moments où je n'étais pas, mais je garde dans mon cœur. Voilà, les types viennent de l'insulter, tout. Il me dit, alors, ce garçon a la faim, tiens, va lui donner. Je dis, comment? Il venait de nous, va donner. Voilà Omar, il était comme ça. La recherche permanente du consensus a permis de maintenir ce pays en paix, malgré les turbulences. Je me rappelle toujours en 1993-1994, l'appel à la paix des braves de Maître Agonjo. Mais c'était la conséquence de la recherche du consensus, des contacts qu'Omar Bongo savait établir ici et là pour maintenir la paix et la stabilité dans son pays. Le président n'avait pas fait des études de diplomatie, que cependant, la plupart des conflits en Afrique, il s'est trouvé au centre pour apporter sa médiation et avec des résultats patents. Mais ce n'est pas par hasard qu'une année après sa libération, Mandela s'est rendu au Gabon. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a participé à la lutte pour la libération du peuple noir d'Afrique du Sud. Oui, discrètement, mais efficacement. C'est à ce titre, et seulement celui-là, que la ville de Libreville a été la première destination de Nelson Mandela. Le président était un pacifiste convaincu, un diplomate hors pair, une sagesse hors norme, qui pouvait amener Jonas Savimbi à saluer Pinto da Costa, alors que ces deux-là se détestaient le plus. Donc ça, c'est le terrain sur lequel il avait un savoir-faire presque magique. Presque magique. Et il y a un livre très intéressant sur la question, écrit par votre confrère de RFI, j'ai oublié le titre, Diplomatie africaine, ou quelque chose comme ça. Non, sur les résolutions de paix, sur la résolution des conflits, le président était unique. Et il n'avait pas son égal. Il n'avait pas son égal en Afrique. Il n'avait pas son égal. Je reconnais au président Omar Bongo d'avoir sauvé ce pays en 1990. S'il n'y avait pas la personnalité d'Omar Bongo en 1990, le Gabon serait tombé dans un chaos et on aurait connu ce que les autres pays connaissent aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Bongo a fait? Il n'a pas acheté l'opposition, comme on dit. Il a appelé ses compatriotes de l'opposition pour leur dire, mettons-nous autour d'une table. Sauvons d'abord le Gabon. Ne sauvons pas nos intérêts personnels. Et il a fait rentrer au gouvernement des gens de l'opposition. Il leur a donné des postes à droite à gauche. On a vu, comment il s'appelait, le père Paul Abessolo. Il ne faut pas que j'écorche son nom. Le père Paul Abessolo, on l'a vu à la mairie de Libreville. Alors que dans une démocratie, la majorité gouverne, l'opposition surveille.
Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, je préfère l'injustice au désordre. L'injustice pour les gens de mon parti qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui doivent être là, mais je préfère calmer le jeu en appelant tous les Gabonais autour de la même table. Et la calmie est arrivée. Sa vision pour la culture de la paix l'a amené à vraiment jouer le rôle de médiateur. Et donc il a beaucoup travaillé dans le cadre de la médiation et dans le cadre du règlement des conflits. Et ça, c'est sur le plan international, que ce soit dans la sous-région et au-delà. Et nous voyons également qu'à l'intérieur du Gabon, il a su pardonner, il a su réconcilier. Et lorsqu'il y avait des fossés, lorsqu'il y avait des malentendus, c'était un homme de dialogue. Et on voyait ses ennemis d'hier devenir ses proches collaborateurs. Et c'était quelque chose de fantastique. Et même les gens qui le critiquaient dans la presse, et plus tard, on les voyait à son cabinet comme conseiller, comme collaborateur, comme ministre. Et c'était quelque chose d'assez fort et d'assez significatif. Tout le monde est unanime, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité présidentielle. Ils ont tous reconnu que Omar Bongo était un bon chef. Et sa grande sagesse, qui a dépassé nos frontières, lui a permis chaque fois de s'en sortir. La situation vécue après l'élection présidentielle de 1993, qui va amener à la signature des accords de Paris, laissez-moi vous dire que la situation était très tendue. Très tendue. Mais un homme sage, il a su écouter et il a accepté que la majorité et l'opposition aillent sur les bords de la Seine en France se retrouver pour discuter. En temps de crise, quand vous voyez que le président Bongo est capable d'apporter la paix et la calmie dans des pays de la sous-région, oui, en temps de crise, il a montré qu'il était à la place qu'il faut au moment où il fallait. On n'aurait pas eu le président Bongo en 90. Je le dis haut et fort, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaîtrait pas le pays qu'on connaît actuellement. Je crois que c'est quelqu'un qui savait garder la tête froide en toutes circonstances, même dans les plus troublées. Je me permets de vous conter une anecdote qui est révélatrice de ce que je viens de dire. Un jour, quand ça chauffait dans les années de braise, là, les années 90, 91, 92, hein, vous savez, même si vous étiez encore peut-être jeune à l'époque, mais le Gabon était chaud à ce moment-là. Et un jour, je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé, en tout cas le temps que j'ai passé au gouvernement, c'est la seule fois où on a tenu un conseil des ministres un dimanche. Un dimanche. On nous dit, je crois, le dimanche matin, on nous appelle pour nous dire que cet après-midi, il y aura un conseil des ministres à la présidence. Moi, j'étais Premier ministre à l'époque. Évidemment, on se pose la question, quand même, un conseil des ministres un dimanche, c'est vraiment bon. Et je suis arrivé à la présidence un peu avant les autres ministres, parce que comme souvent, avant les conseils des ministres, je voyais le président avant, pendant une demi-heure, pour qu'on échange un peu sur les questions qui allaient être évoquées pendant le conseil des ministres. Donc j'arrive un peu tôt et on m'oriente vers, on nous avait dit cette fois-là d'entrer non pas vers les bureaux de la présidence, mais d'entrer par le portail qui est côté mosquée Hassan II. Donc quand vous arrivez,
Il y a une grande esplanade là qui s'ouvre devant vous. Et je rentre. Et je trouve le président Omar Bongo assis sur cette esplanade, en train de se faire couper les ongles des doigts de pied par quelqu'un. Il était très serein, alors que je savais que le pays était en ébullition. Donc cette image m'est restée parce que malgré, j'allais dire, la chaleur de la température du pays, je le trouve tranquillement dehors. On est en train de lui couper ses ongles du pied. Il me dit comme ça va. Je dis oui, ça va. Bon, assois-toi et tout ça. Et puis on commence à... Cette sérénité, dans un moment qui était un moment de grande turbulence du pays, m'a impressionné. Ben, c'était un peu ça, le président Omar Bongo. Et je crois que c'est ça. Un chef, il ne faut jamais perdre la tête. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, parce que c'est le chef qui reste le point de repère de tout le monde. Mais si lui, il panique, mais c'est foutu. Donc, c'était l'une de ses qualités, en toutes circonstances, en tant que chef, garder la tête froide. Parce que si vous ne gardez pas la tête froide, vous ne pouvez pas véritablement analyser le problème et trouver les bonnes solutions. Donc il faut commencer d'abord par rester serein. La véritable source d'inspiration du président a été la création du Parti démocratique gabonais. Et lorsque vous prenez les fondamentaux de ce parti, vous allez vous apercevoir que sa gouvernance était fondée sur 3 choses: le dialogue, la tolérance et la paix. Effectivement, si je ne dialogue pas avec vous, on ne peut pas se tolérer si on a un conflit. Et on ne peut pas parvenir à la paix. Mais peut-on véritablement gouverner s'il n'y a pas la paix? Ce n'est pas possible. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Vous regardez simplement, je vous donne, prenons l'exemple des pays qui ont eu la guerre. Il y a un Congolais qui m'a dit ici, Madame, on vous a vu à la télévision, vous avez fait une conférence sur la culture de la paix. Je vous félicite, Madame, parce que ne faites pas comme nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, on souffre de l'après-guerre. Ne faites pas comme nous. Préservez la paix. On est venu dans votre pays à cause de la paix. Préservez cette paix-là parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Et à cette conférence, nous avons voulu parler surtout aux femmes parce qu'il y a une arme de guerre que les femmes ne connaissent pas parce qu'elles n'ont pas vécu au Gabon. L'arme de guerre, c'est le viol des femmes. Pour humilier un pays, pour humilier une maison, pour humilier des groupes de gens, on viole une femme devant ses enfants qui ont 8 ans, qui ont 14 ans. On la viole devant son mari. On viole tous qui sont là, y compris les petites filles de 8 ans. On ne veut pas la guerre pour ne pas vivre ça. Parce que ces gens qui font la guerre, on leur donne des drogues pour pouvoir aller en guerre. Ils vont pas, vous, on vous envoie à la guerre, vous allez reculer avec votre fusil. Mais vous pouvez y aller quand on vous donne de certains comprimés, une certaine drogue. Mais quand vous avez cette drogue-là, ça vous développe, ça vous fait monter une adrénaline qui joue aussi sur le plan sexuel où vous avez besoin de violer. Il y a des hommes qui se font sodomiser pendant les guerres, laissez-moi l'expression, qui se font sodomiser dans des maisons parce que les gens sont dans un état second. Donc, il ne faut pas que la guerre arrive dans notre pays. Pourquoi elle ne doit pas arriver? Nous ne sommes qu'1 800 000, peut-être moins, peut-être plus. Les autres sont 60 millions dans certains pays. Mais si la guerre arrive, il va rester qui comme Gabonais? On doit se battre pour que la paix règne dans notre pays. Et je pense que le président avait raison de préserver la paix du Gabon, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et on dit, sans développement, il n'y a pas de paix non plus. Donc les deux vont ensemble. Je crois que le président Bongo manque beaucoup au Gabon. Surtout son intuition. Il avait une intuition particulière. C'est-à-dire, dans les moments les plus difficiles, où il fallait prendre des résolutions, et il était là.
il y a eu le discours de la Baule. Mais on pense toujours que le multipartisme des années 90 viendrait du discours du président Mitterrand à la Baule. Et non. Le président, il se dit, au niveau du PDG, le président avait dit qu'il fallait desserrer les liens pour donner la possibilité à chacun d'exprimer son opinion dans un cadre où il n'y a plus à avoir peur. Et c'est ainsi que, après le Bénin, je crois, eh bien, c'est le Gabon qui a entamé la conférence nationale. Donc, c'est cet vraiment esprit d'anticipation, et c'est ça ce qu'on attend d'un chef pour conduire la nation vers un mieux-être. Je crois que les historiens qui écriront de manière objective l'histoire du Gabon, lorsque les soubresauts et les clameurs de la politique se seront éloignés, estompés, ce temps finira par venir quand les gens regarderont les choses tranquillement, je dirais. Oui, on reconnaîtra que quand même nous avons, sur le plan politique, par exemple, changé on a viré la culture du Gabon. Nous étions en parti unique pendant plus d'une vingtaine d'années, et au sortir de la conférence nationale, il fallait mettre en place le pluralisme politique pour essayer de construire une vraie démocratie. Ce travail dans l'ensemble, ce virage dans l'ensemble, nous l'avons pris à peu près harmonieusement. Aujourd'hui, oui, depuis 1990, nous avons le pluralisme politique. On essaye de construire une démocratie. On fait des avancées, quelquefois on marque un peu le pas, des fois même il y a quelques reculs, mais dans l'ensemble, la direction générale, on est obligé de la maintenir. Je vois difficilement, je ne crois plus possible que les Gabonais acceptent aujourd'hui qu'on revienne, par exemple, au monopartisme. Dans son esprit, le Gabon n'était pas une démocratie, ne devait pas être une démocratie au sens occidental, où une opposition s'oppose à un pouvoir. Mais pour lui, l'opposition devait composer avec le pouvoir pour que des différents points de vue naissent une vision partagée et originalement bantou, comme ça se passe dans nos villages. C'est dans cet esprit que, c'est une confidence, je peux le dire aujourd'hui sans trahir de secret, que le père Mba nous fait comprendre, à Alain-Claude Bilibinze, à Rosemary Mbedzom, ses collaborateurs proches, à Eliane Avomo, à Catherine Ngouang et moi-même, que le président de la République nous a repérés. Il a demandé, mais c'est qui les jeunes qui sont avec toi là? Et il lui dit, mais tous les jeunes qui sont brillants ne sont pas seulement de ton côté. Et à ce moment, il nous dit, de toute façon, les jeunes, vous avez désormais le choix. Naturellement, je préférerais que vous restiez dans les rangs du RPG. Mais ceux qui veulent aller militer avec mon grand frère, à partir de maintenant, sont libres. Sachez une seule chose, 4 yeux
vous surveille. Il a su jouer, ce n'était pas une stratégie. Vous m'avez posé la question si c'était une stratégie de jouer à embrasser l'opposition. Non, il était naturellement comme ça, je le crois, je le pense. Et il a réussi à ramener la calmie en comprenant que le Gabon, ce n'était pas les intérêts qu'il fallait préserver avant tout, c'était le Gabon et le Gabon d'abord qui était un slogan du président Léon Mba. Donc il nous manque toujours, parce que il avait une connaissance de son pays, il avait une connaissance des hommes qu'il plaçait ici et là. Et il faisait toujours en sorte que, j'ai écouté encore hier soir ce qu'il disait, aucune ethnie, aucune province n'est supérieure à une autre. Ce sont des faits réels qui nous poursuivent, qui nous rattrapent aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous sentir orphelins d'Omar Bongo. Donc le président était un homme de cœur. Et croyez-moi, c'est contrairement à ce qu'on vous dit dans le quartier. C'était un grand papa, un familier, un homme de famille, un chef, un grand, je vous dis. Parce que j'ai vu le président donner les conseils à d'autres chefs d'État. C'est lui. Il m'a amené dans le il ne peut pas vous citer, parler à d'autres chefs d'État africains. Donc c'était un grand chef. En toute honnêteté, il y a des moments, on pouvait lui reprocher d'avoir laissé faire beaucoup d'erreurs. La sanction négative n'était pas là. La sanction positive était là, il vous récompensait quand vous le méritiez, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de sanctions négatives à l'époque du président Omar Bongo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'il y avait des détournements, les gens n'allaient pas en prison systématiquement. Il laissait faire. Et un jour, on s'est retrouvés avec lui, les femmes, nous les femmes, on a l'habitude de parler, on était 5 ou 6 femmes dans son bureau, on a l'habitude de... Quand il vous met à l'aise, vous parlez facilement avec lui, on dit, mais Monsieur le Président, on vous reproche de ne pas punir assez les gens qui commettent des erreurs, des détournements. Il a rigolé. Il a dit, vous voulez que je mette qui en prison quand dans ma propre famille et dans ma province, il y en a qui font pire que les autres et que je ne peux pas les mettre en prison parce qu'on ne met pas en prison les gens de sa province, je ressemblerai à quel président? Et je me suis rendu compte que le président Omar Bongo était plus un père de famille dans sa gestion des affaires de l'État qu'un président avec les principes présidentiels. Vous commettez une erreur, on vous met la justice aux trousses et puis vous allez en prison. Mais là, c'était un père. Pour lui, un enfant qui a commis une erreur, on lui retire la possibilité de continuer à voler, il le déplaçait ou il le mettait à la maison, mais il n'allait pas en prison. Il ne s'en cachait pas. Il dit quand vous avez fait 2 pas en avant, que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, n'hésitez pas à faire un pas en arrière. Lui, il a dit cette phrase qu'on oublie. Dieu ne nous a pas autorisés à faire du Gabon ce que nous faisons en ce moment. C'est dire qu'il fustigeait le népotisme, le tribalisme, l'enrichissement illicite, la corruption. L'argent gagné malhonnêtement est un venin, avait-il dit. Nous devons toujours nous rappeler ces maximes qui doivent guider nos pas dans la conduite
des affaires publiques. C'était un message qu'il transmettait aux autres dirigeants et même aux autres chefs. Donc que ce soit le chef de famille, chef d'entreprise, chef d'administration ou ministre, peu importe la responsabilité qu'on assume, nous sommes responsables de nos actes et nous devons rendre compte d'une manière ou d'une autre de notre gestion. Nous sommes des administrateurs des biens de Dieu sur la terre. L'univers appartient au Créateur et l'homme n'est que passager sur la terre. Donc, si nous gérons bien les biens de Dieu, nous rendrons compte de notre gestion. Et si nous gérons également mal les biens et les gens que Dieu nous confie, nous allons également rendre compte. C'est cette obligation de rendre compte que certains semblent ignorer. Et je crois que ce message nous a tous touchés. C'était son testament. Je me dis que à l'époque, je n'avais pas conscience que le président était malade. Je me dis que le président devait être conscient de son état de santé et aussi conscient de ce qui est arrivé à son épouse et que il nous a laissé là son testament. C'était son dernier message parce qu'après ça, on n'a plus entendu la voix du président Omar Bongo. Donc c'était son testament, c'était pour dire nous avons maintenu ce pays en paix, ne nous amusons pas à détruire le tissu social, à détruire notre vivre ensemble. Les biens que la nature nous a donnés, préservons-les. Il a fait son autocritique à sa manière, mais il nous disait, restez avec le pays, ne vous amusez plus. A-t-il voulu avouer que nous avons trop fait? C'est-à-dire exagérer dans la non-prise en compte du peuple au niveau du bien-être, au niveau du Gabon. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dégâts, de délations, il y a eu de forfaitures. Mais souvenez-vous au départ, quand je vous ai parlé de l'audit de la fonction publique qu'il ne voulait pas sanctionner, lui en tant que père, il ne pouvait pas le faire. Mais là, il nous a laissé une phrase qui mettait chacun en réflexion vis-à-vis de lui-même, de ce qu'il a fait. Mais regardez juste après son départ, vous avez vu comment les gens s'entretuaient. Pourquoi s'entretuent-ils? Le Gabon, nous sommes combien? Ce sont les mêmes familles. Vous pensez qu'il y a que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité présidentielle, ce ne sont pas les mêmes personnes? Et pourquoi se battent-ils alors? Est-ce que ce n'est pas de ça dont le président faisait allusion? Je ne saurais vous le dire. Je pense qu'il a fait un bilan. Un bilan à partir de sa propre gestion du pays. Parce que quand il dit « nous », il s'était pris en compte aussi. Et il laissait, je pense, un message fort à ceux qui allaient rester, parce que je crois qu'à ce moment-là, le président savait qu'il allait mourir. On avait dû lui dire le degré de sa maladie, et il savait qu'il allait mourir, et il laissait un message à ceux qui restaient, qui allaient rester et qui allaient gérer les affaires de l'État. Et je pense que la parole d'un mort, la parole d'un homme de cette dimension-là est sacrée. Elle est sacrée. Et si nous passons à côté de ce message, on vivra ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la dislocation des enfants, le désordre que l'on connaît. Quand il disait « Dieu ne nous a pas demandé de faire de ce pays ce que nous en avons fait », c'est-à-dire qu'il fallait que chacun se remette en cause, que chacun aille pour un changement de mentalité, changer de mentalité pour gérer le Gabon autrement, chacun à son niveau. Je voudrais revenir sur un fait précis. En 2007, j'étais directeur de cabinet adjoint
du chef de l'État. Et un jour, je suis allé le voir et je lui ai parlé du Seigneur. Je prophétisais sur sa réconciliation avec Dieu. Et j'ai vu un chef touché. Il était touché par ce message. Je lui ai dit que Dieu l'aimait et que Dieu lui avait donné le pouvoir, Dieu lui avait donné le commandement, Dieu lui a donné d'immenses richesses et qu'au-dessus de son règne politique, il y a le règne de Dieu. C'était en avril 2007. Et il a été touché, donc je peux parler d'un homme de foi, un homme qui avait un cœur de foi, un grand cœur. Il a été touché, il m'avait dit, ma fille, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et j'ai compris que tout être humain, qu'il soit roi ou qu'il soit planton, à un moment donné de sa vie, a besoin de se réconcilier avec son Créateur, avec son Dieu. Et j'ai senti cela dans son cœur. Et en fin d'année, lorsqu'il va tenir ce discours, il a également reconnu le règne de Dieu. Il a élevé Dieu et il a compris que, au-delà de tout ce qu'il pouvait être et de tout ce qu'il pouvait faire sur la terre, Dieu règne au-dessus du pouvoir des hommes. Et quand il a parlé, il a dit, Dieu ne nous a pas dit de faire ce que nous avons fait. C'était en même temps une repentance. C'est en même temps aussi qu'il reconnaissait ses limites en tant qu'être humain. Parfois, on peut diriger une famille ou une nation sans savoir reconnaître ses erreurs. Et je crois que ce message, j'étais dans la salle et j'avais dit Amen. J'avais compris que là, le président comprenait que la main de Dieu est tendue vers lui et la suite des événements, nous l'avons tous vécu. Moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quand les Gabonais pensent à Omar Bongo, qu'ils aient honte d'avoir eu un jour un président qui s'est appelé Omar Bongo. Je n'ai pas cette impression. En tout cas, moi, qui était un de ses collaborateurs, je n'ai pas honte de dire que j'ai été un ministre ou un premier ministre de monsieur le président Omar Bongo. Mais je ne peux pas non plus prétendre que tout ce que nous avons fait était parfait. Non, certainement pas. Certainement pas. Les ministres aujourd'hui, les plus jeunes, qui ne retiennent pas ce message et qui font les mêmes erreurs que les autres, à savoir, je suis dans un poste, très rapidement je vais me faire de l'argent, je vais en mettre plein les poches, au détriment de tous les autres Gabonais qui sont dans la précarité et dans la pauvreté, ben ceux-là paieront. Parce que la parole d'un grand chef comme Omar Bongo est sacrée. On est tous, on a des croyances. Moi, je suis une femme de foi, mais dans notre foi chrétienne, on reconnaît aux cheveux blancs, aux vieux et à l'ancien, une parole qui atteint son but. Il a donné la possibilité à tout le monde de travailler pour le Gabon. Ce pays ne devrait pas connaître le chômage. Nous l'avons vu à la construction du Trans-Gabonais. Mais nous avons des gisements miniers importants dans ce pays qui pourraient faire en sorte que le chômage n'existe pas. Donc, pour cela, il faut de l'investissement, mais l'investissement ne peut venir que là où règne la paix, la concorde et l'unité nationale. Il m'avait fait l'honneur de me demander de préparer, présider le comité préparatoire du 9e congrès, qui a été son dernier congrès en 2008. Et donc, pendant toute la période préparatoire,
entre mars 2008 et septembre 2008, quand nous avions tenu le congrès, je le voyais régulièrement. Il était très affecté par la maladie de sa femme. Et je me rappelle qu'en février 2009, il revenait de Rabat, où il avait été au chevet de sa femme. Il était très affecté. C'est en ce moment-là aussi qu'une certaine presse le chargeait sur la fameuse affaire des biens mal acquis. J'avais proposé au président des institutions à l'époque, il y avait Madame Rose Rogombe, qui était présidente du Sénat, il y avait le président Ondomé Togo qui présidait, je crois, le Conseil national de la communication. Et je ne sais plus qui était président, je crois Yamboumou qui était président du Conseil économique et social. Nous étions partis le voir, il nous avait reçus, c'était la dernière fois que je le voyais. Il nous avait reçus en février 2009. Nous étions partis le voir pour l'assurer de notre soutien moral face à cette double épreuve, l'épreuve de la santé de son épouse qui se dégradait et aussi face aux attaques dont il faisait l'objet dans la presse française. Et il était très affecté. Il était très affecté parce que il aimait profondément son épouse. Hein. C'est une vérité de la palisse que de l'affirmer. Dans son bureau, il y avait toujours la photo de son épouse à côté, là où il recevait. Donc il était très affecté par cela. Et aussi, il était très affecté par les attaques dont il faisait l'objet en France. C'était un grand ami de la France et le traitement qu'on lui a réservé à la fin de sa vie n'était pas à la hauteur des services qu'il a pu rendre à ce pays. Mais il a été soutenu par la famille. Il était soutenu par la famille. Quand je parle de la famille, je parle et de sa famille et de la famille de la femme. Parce qu'on était souvent ensemble. On vivait la situation ensemble. Au décès, on a vécu ensemble. On a inhumé Madame Bongo ensemble. Ah oui. Donc, pour moi, honnêtement, mon regard ne le quittait plus. Ne le quittait plus. J'avais beaucoup peur. Et cette peur, vous voyez, l'explication, c'est son décès. Lorsque on nous annonce lorsqu'on nous annonce la mort d'Omar Bongo Ondimba, en fait, on se posait des questions avant que la nouvelle officielle n'arrive. Et c'était la panique générale. Nous nous sommes retrouvés chez une amie, une grande sœur, Madame Victoire Lassénie Dubose. Et c'était... même 10 ans après, déchirement du cœur. C'était... c'est comme si on avait reçu un coup de poignard. Et on se disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais l'information était là. Quand en 2009, la nouvelle tombe,
En ma qualité de ministre de la Femme, nous avions organisé en différé la fête des mères dans la province de l'Ogooué-Maritime. Donc nous étions à Port-Gentil, entourés des autorités politiques de Port-Gentil, Madame Norine Dossou-Naki, le gouverneur Monsieur André-Jules Njambe et bien d'autres personnes, dont Monsieur Michel Issongué et d'autres. Donc nous célébrions la fête des mères. Il y a eu d'abord l'alerte, la veille, en pleine réception. Donc nous avons dû rejoindre Libreville le lendemain et la confirmation a été donnée de la disparition du président de la République. Je ne vous dis pas le choc, je ne vous dis pas l'émotion, je ne vous dis pas la situation dans laquelle nous étions. Et nous avons dû pleurer sur les épaules des personnalités de ce pays durant ces moments difficiles, ne sachant pas ce que l'avenir allait nous réserver. Mais la maturité du peuple gabonais a fait en sorte que nous puissions traverser cette étape extrêmement délicate et difficile. Les Gabonais ont pleuré. J'ai pleuré. Je ne dois pas avoir honte de le dire. Nous connaissions la paix. D'ailleurs, ça a été le cri des jeunes à l'aéroport tout le long de son cortège. Et vous avez vu comment le peuple l'a pleuré lorsque sa dépouille était arrivée de Barcelone. Le fait que les jeunes qui étaient pleins de vitalité aient accompagné sa dépouille depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel était l'indice qui permettait de montrer qu'il avait un ancrage social très profond avec ses compatriotes. Mes chers compatriotes, il ne faut jamais désespérer de la vie. Parce que la vie est tellement belle que tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible pour en profiter. Mais même quand les temps sont difficiles, il faut toujours garder l'espérance. L'espérance vient de ce que chacun de nous doit se considérer comme étant un maillon d'une chaîne. Cette chaîne, c'est l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser. Nous devons éviter autant que faire se peut tout ce qui peut amener à l'exclusion. Donc, malgré nos différences sur le plan politique, nous devons préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le vivre ensemble. C'est un message de réconciliation. S'il est possible d'organiser un forum de vérité et de réconciliation, ce forum serait vraiment le bienvenu. Parce que nous ne nous retrouvons plus. Nous avons perdu nos valeurs, nos repères. Aujourd'hui, nous vivons dans l'injure, dans la haine, dans l'affliction. On sent la rancœur, l'arrogance. Ça, le peuple gabonais ne l'avait jamais connu. L'essentiel, c'est se considérer d'abord comme Gabonais et penser que quand il y a un problème, on doit nécessairement trouver la solution.
et que cette solution doit être gabonaise. Nous devons pouvoir transcender nos égos personnels pour arriver à ce consensus auquel Omar Bongo nous avait habitués. Je suis surpris quand j'observe qu'aujourd'hui, le mot consensus a disparu du langage des Gabonais. Nous nous éloignons de plus en plus des acquis de l'héritage du chef de l'État, qui était un héritage de paix, de dialogue, de réconciliation. Ce n'est pas le dialogue tel qu'on le voit, où on vient lire des messages. Non, un dialogue qui vient du cœur. Et ce dialogue ne peut s'établir que si, et seulement si, les gens acceptent d'ouvrir leur cœur en disant la vérité et en se pardonnant les uns les autres. Nul n'est parfait sur la terre. Le consensus est consubstantiel de la vie même des Gabonais. Dans nos villages, on a toujours vécu dans le consensus. Nous devons préserver cela. C'est ça qui doit faire la force d'un petit peuple comme le nôtre, petit par la population, mais grand par les idées qu'il doit pouvoir insuffler. Chacun de nous a gardé une idée de lui. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour vous? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et c'est cette idée-là que nous devons amener toujours très loin, en étant positif. Il n'y a rien à regretter. Il a fait son temps, il est parti. Mais nous qui restons, nous devons, à partir de ce que nous avons appris de lui, refaire un chemin en tenant compte de ce qui a été fait hier. Lorsqu'on rend à la terre ce qui revient à la terre, il reste le souvenir. Tout chef d'État est forcément un individu qui marque la vie de la nation. Et il faut retenir le meilleur de chacun. De M. Léon-Mba, c'est le père fondateur, qui a dû, bien sûr, faire face au phénomène de la colonisation. Et il appartenait à ce monsieur de mettre la nouvelle République sur les rails. Il a été succédé par M. Omar Bongo, qui lui aussi a imprimé sa marque dans la vie de la nation. Aux jeunes générations, il nous faut tirer les leçons de ces expériences antérieures pour mieux guider notre avenir. Ce président Bongo Ondimba était un père pour tout le monde, vraiment un papa. Un papa. C'était un homme de paix. C'est quelqu'un qui a dirigé effectivement le Gabon comme un bon père de famille. Et je crois qu'au moment où nous parlons, naturellement, il manque au peuple gabonais. Il était comme un père de famille qui savait comment gérer sa petite famille. Il ne voulait même pas qu'on l'appelle Monsieur le Président, il préférait qu'on l'appelle Papa. Et donc c'était un papa qui a même fini par nous faire croire que nous tous on s'appelait Landry Fouta Kendenge Bongo Ondimba. Omar Bongo, il faut le dire, c'était une lumière. Hein, parce qu'il a fait des actions au Gabon que ceux qui sont là n'arrivent pas à pérenniser, n'arrivent pas à continuer. Hein. Il a créé le Sisiba, il a créé Africa numéro 1, il a permis à l'homme gabonais d'être valorisé à travers le monde. Mais aujourd'hui, les valeurs que le Gabonais lambda aurait pu engranger sont tombées en désuétude. C'est le souvenir d'un père de famille, c'est le souvenir de quelqu'un qui ne voulait même pas qu'on l'appelle Monsieur le Président, il préférait qu'on l'appelle Papa. Et donc c'était un papa qui a même fini par nous faire croire que nous tous on s'appelait Landry Fouta Kendenge Bongo Ondimba. Voilà. Et donc c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, forcément. C'est quelqu'un qui m'a permis de réaliser pas mal de choses, de me réaliser moi-même déjà. J'ai même écrit certaines chansons grâce à lui. Chaque fois qu'il avait un discours, c'était l'occasion pour une inspiration. Il nous a inspiré, je crois, une grande partie de
mon répertoire, moi en ce qui me concerne. J'ai écrit pas mal de chansons à cause de lui. Il suffisait qu'il dise quelque chose qui nous interpellait tous pour l'unité nationale, vivre ensemble, être dans la paix. C'est lui qui nous a inculqué cette envie de toujours demeurer ensemble dans la paix.